Si, donc Monsieur Chazot, à ma droite, vous êtes le directeur de l'hôtel du Terre, à l'Armor-Plage. Antoine, on connaît bien maintenant, Amandine également, Édouard également. En rouge, Catherine Maillet, donc au Krusty, c'est Atlantique Location, donc l'heure traditionnelle, bien implantée. Chemise bleu clair, Marcel Peignet pour AMC, AMB pour les bateaux, mais c'est surtout l'aspect de la location des voitures qui nous intéresse. Et puis Stéphane Serra, à qui j'ai presque envie de poser la première question. C'est marqué en grand U-Ship, en effet. Vous succédez à Hervé Cuvelier, une entreprise qui doit fêter ses 30 ans cette année, 80, plus que ça même. L'an dernier, c'était l'an dernier. 90 points de distribution, plus que ça même maintenant. J'ai décroché, j'ai pas toutes les actus. Moi, je vais peut-être vous laisser ce micro aussi, parce qu'on n'en aura déjà pas assez pour une vraie table ronde. Le but, c'est que chacun puisse intervenir. Vous-même, dans le public, n'hésitez pas à manifester. On a à peu près une petite heure à consacrer un petit peu à ces nouvelles méthodes de consommation et d'économie collaborative. On va juste faire un essai. Est-ce que vous m'entendez bien avec celui-ci? Ça passe, ça, ou pas? Ouais. Moi, je m'entends pas du tout. Voilà, les micros. Bah, tenez, monsieur Serra, je vous tends le micro peut-être pour faire un premier lien. On voyait avec Amandine tout à l'heure la consommation collaborative, en tout cas l'économie collaborative. C'est pas forcément que l'Internet, hein, ça représente que 20%. Le réflexe. Cela dit, vous, depuis quelques années, chez U-Ship, vous avez mis en place justement un site Internet sur lequel vous proposez, sauf erreur de ma part, l'ensemble de la gamme des produits que vous proposez pour l'accastillage des voiliers, avec également des conseils. Tout à fait. Alors, comment ça se passe, justement, le développement de cette vente par Internet? Alors, déjà, c'est voilier et moteur, puisque voilier et moteur. Le marché étant plus général. Oui, en fait, on s'adresse bien évidemment à deux types de clientèle. La clientèle finale, mais nous, on s'adresse aussi en premier lieu à notre réseau. Et notre réseau, ben, c'est nos premiers clients à nous. Et la création de notre site a entraîné un peu un bouleversement. Et cette création de liens directs de U-Ship vers des clients finaux qui jusqu'à présent n'existaient pas. Alors, le site a déjà une dizaine d'années d'existence, c'est pas nouveau, mais bien évidemment, on le retravaille en permanence. Pour pouvoir investir dans le web comme on a pu le faire, ça n'a pu se faire qu'en prenant en compte justement cette liaison entre guillemets tripartite entre nos magasins, nous et ses clients finaux. Et ça n'a pu se faire et ça ne peut fonctionner aujourd'hui que parce qu'il y a rétribution, dans tous les cas, pour tout achat d'un client qui rentre sur notre site web, il y a rétribution du magasin, que le client se fasse livrer chez lui ou que le client se fasse livrer, bien sûr, dans son magasin en priorité. Notre site web, il est fait de telle manière que c'est réellement une porte ouverte 7 jours sur 7 et 24 sur 24 sur nos magasins. Notre objectif numéro 1 dans notre site, c'est vraiment de pousser les clients vers les magasins. Alors bien évidemment, il y a des achats en direct, mais encore une fois, systématiquement, ça entraîne une rétribution à notre réseau, ce qui fait que le réseau, ben, il est plutôt content. Encore une fois, 24/24 et 7 sur 7, c'est une porte sur leur boutique. Et ça nous permet ben, de continuer à investir et de poursuivre notre poussée du site Internet sur l'ensemble du réseau sans entraîner de colère, comme ça pourrait être le premier réflexe. Et les clients reviennent chez vous après? Souvent, on voit de la consultation, c'est vrai, sur Internet pour avoir les offres différentes, pour avoir les tarifs qu'il y a, et puis pour pouvoir aller acheter après au meilleur endroit. Est-ce que vous avez... Alors, ça arrive, bien sûr, évidemment, mais justement, tout le but du site, c'est vraiment d'être de plus en plus dans le conseil. Alors, ce n'est pas encore le cas à 100% aujourd'hui, mais on le développe vraiment, pour être vraiment affirmer encore ce lien entre l'utilisateur et tout ce qu'il peut trouver sur le site comme conseil et comme produit, mais derrière, encore une fois, le pousser vers le magasin pour que là, il ait vraiment un maximum d'informations. Et comme on le disait tout à l'heure avec quelques participants, les gens, de plus en plus, nos clients finaux, ben, ils vont déjà sur le web, ils se renseignent, ils regardent, ils s'interrogent, ils se renseignent vraiment sur les différents produits qui pourraient leur convenir. Ils viennent en magasin pour mieux voir et mieux se renseigner encore, pourquoi pas essayer la taille, quand c'est du vêtement. Et derrière, ils retournent sur le site et ils achètent sur le site. Donc, encore une fois, c'est vraiment un lien, entre guillemets, vertueux, et on fait le maximum pour que, bien sûr, ça reste
à l'intérieur du chip et que ça aille le moins possible se disperser. Mais ça aussi, ça passe par... on parlait tout à l'heure de Facebook, Twitter ou même d'autres comptes et d'autres réseaux qui sont plus professionnels. Ça marche aussi avec ces liens-là. C'est que les clients parlent de nous sur Facebook, après vont sur le site web et inversement. Et tout ce lien, cette spirale vertueuse peut être que positive parce que du coup, nos magasins vont aussi sur Facebook et c'est une communication permanente de nos magasins, de nos clients, de nous-mêmes sur l'enseigne et toujours plus d'attractivité. Oui, c'est incontournable aujourd'hui, l'Internet. C'est même pas imaginable de ne pas y être. D'accord. Pour continuer rapidement le tour de table, en rappelant que c'est une table ronde, si vous voulez intervenir, vous faites signe, on n'a que les 2 micros qui sont là. De même dans le public, on reste un œil sur le cerisier, un œil sur le garde champêtre si quelqu'un veut réagir. Marcel Peignet, vous vous occupez donc des AMB, AMC, au Croesti, à la Baule, les bateaux Jeannot, Prestige. Mais ce qui nous intéressait sur vous, surtout, comme disait Amandine tout à l'heure, les gros développements qu'on voit sur Uberpop, Blablacar, la voiture, vous y êtes sensible aussi, puisque c'est le responsable d'une douzaine d'agences de location Avis sur le Grand Ouest. Oui, tout à fait. Sur la voiture, c'est assez évident. En 5 ans, on a vu de nouveaux intervenants. Je parle de WeCar, Drivey, Buzzcar, etc., qui sont des vrais loueurs de voitures entre particuliers. Et on a vu que le marché s'est fortement développé. Ils ont attaqué un nouveau marché. Et du coup, ce sont des concurrents, mais pas directement. Ils ont élargi le marché et les gens qui vont toucher, ce ne sont pas fatalement des gens qu'on aurait touchés naturellement. Donc, en fait, je dirais, d'abord, on ne peut rien faire contre. C'est évident. Et en même temps, comme ils élargissent ce marché, ça nous donne aussi des nouveaux clients. On a vu que la SNCF, après avoir étudié pendant 2 ans un peu le comportement Blablacar, s'était lancé lui-même dans son réseau aussi. Chez Avis, est-ce que vous pouvez réfléchir à... Alors, chez Avis, aujourd'hui, ils ont créé une nouvelle marque qui s'appelle Zipcar et qui est de la location. Alors, à l'heure, c'est pas réellement entre particuliers, mais c'est pareil, c'est un nouveau produit qu'on a lancé pour contrecarrer cette location entre particuliers. Idem, aujourd'hui, on a 45% des locations qui sont faites par Internet. Et donc, là aussi, c'est en dehors des heures d'ouverture, etc. Je crois que c'est important d'être... Les gens, ils achètent le soir chez eux, maintenant, ils achètent plus, ils viennent plus en agence. Pour faire le lien avec le bateau, justement, parce que vous êtes pour faire le lien avec le bateau, ce que je dirais, c'est que, de toute façon, face à un marché qui se développe, on ne peut pas résister et ça va arriver demain dans le bateau. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de s'adapter. Et puis là, moi je mettrais un bémol, et dans la profession, c'est ce qu'on essaye de faire. Je pense qu'il faut qu'on ait les mêmes armes. Et là, aujourd'hui, que ce soit fiscal, juridique, etc., on n'a pas les mêmes armes. C'est-à-dire qu'eux, ils ne déclarent pas de TVA, souvent entre particuliers, je parle pas des... Et bon, Airbnb, ils se sont fait rattraper, maintenant ils payent les taxes de séjour, ils payent tout ça. Et je pense que dans les locations entre particuliers, c'est ce qu'il faut obtenir. Catherine Maillet, vous êtes donc ce qu'on appelle un loueur traditionnel, bien implanté au Croesti. Votre point de vue sur la présentation, vous connaissiez un petit peu déjà cette Oui, je connais bien un petit peu cette économie parallèle. Moi, de ma part, je dirais que je suis un peu plus inquiète. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un petit peu une étude de ce qu'il y avait sur le Morbihan, et enfin, entre Lorient et puis jusqu'à Arzal. Aujourd'hui, il y a 5 sociétés qui font de la location de particulier à particulier. Ça représente à peu près 100 bateaux. 100 bateaux, c'est comme si on disait, c'est le port du Croesti. Enfin, les 3 loueurs qui sont au Croesti, Croesti Location, moi et Nautilac. En fait, on a à peu près 80 bateaux. Donc, moi, aujourd'hui, je suis plus inquiète parce que j'ai fait moi-même une démarche pour louer un bateau de particulier à particulier. Sur un bateau, je dirais, un 35 pieds, récent, vous, en particulier, vous le louez 1 000 €. D'accord ? Moi, en tant que société, et les autres loueurs, on est à peu près à des tarifs égaux, on le loue 2 000 €. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est comment on peut se battre avec ça. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez important et grave. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que cette concurrence-là, elle est là aujourd'hui, je suis d'accord. Mais si on part à armes égales, je suis d'accord. Si on n'est pas à armes égales, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de propriétaires qui, effectivement, ne veulent plus donner de 35% ou 40% ou 50% en commission agence par rapport à, justement, ces sociétés qui se développent
et qui se disent, bah, attendez, mais moi je peux très bien louer mon bateau tout seul, pourquoi aller donner autant de commissions à une agence alors que nous sommes professionnels. Est-ce que vous avez l'impression de faire le même métier? Alors justement, on ne fait pas le même métier, mais le locataire, le consommateur, lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un prix. D'accord? Il cherche un prix. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur Internet, c'est normal. Que cette concurrence-là existe, je suis d'accord, mais qu'aujourd'hui, il y a un écart aussi important, c'est là où je pense qu'il y a un problème qui se pose, enfin à mon goût. Vous ressentez un impact sur votre activité, justement? Depuis 2 ou 3 ans, je la ressens. On est toujours dans la négociation tout le temps. Oui, mais j'ai trouvé moins cher. J'ai trouvé moins cher, je sais ce que les confrères, quel tarif est pratique, donc je pense que ce n'est pas avec des confrères. C'est plutôt justement ce système de particulier à particulier qui se développe et qui est quand même... Mais il n'est pas assez cher, enfin, ou alors pas assez cher. Moi, je ne sais pas comment enfin, c'est pas une attaque, hein, j'aimerais juste vous poser une question. Je voudrais savoir comment vous vivez par rapport à ça. Enfin, quelle est votre fiscalité? Voilà. Mais il n'y aura aucune attaque, hein. Le but est d'être constructif, en effet, c'est de voir un petit peu comment il va falloir peut-être s'adapter. C'est très intéressant, en tout cas, Catherine, d'avoir votre point de vue. Je me permets de rebondir du coup sur plusieurs points. Le premier, c'est qu'on ne crée pas la location de bateaux entre particuliers. Elle existe. Et aujourd'hui, notre premier concurrent, c'est Le Bon Coin. Le Bon Coin brasse des millions d'euros de location de bateaux entre particuliers. Nous, on apporte un service à ces utilisateurs qui pratiquent déjà la location de bateaux entre particuliers, en créant la confiance, en créant justement une plateforme qui permet de les mettre en contact dans les meilleures conditions possibles, que ce soit la sécurisation du paiement, que ce soit l'assurance, que ce soit les évaluations qui sont laissées après les locations par les utilisateurs. Il y a quand même un phénomène qui se pose, c'est qu'avant, sur vos sites de location de particulier à particulier, il y avait énormément de bateaux anciens, entre guillemets, où on sentait effectivement que les personnes étaient là que juste pour sortir un gain, entre guillemets, pour satisfaire les frais de port, les assurances et tout le reste. Aujourd'hui, ce n'est plus ça qu'il y a sur les sociétés de particulier à particulier, ce sont du bateau récent. Et du bateau récent qui est en concurrence même avec nos activités. Et nous, nos activités, on est sujet à payer des taxes, des impôts, des ceci, des cela. Comment on peut lutter contre ça? C'est ça où je me dis, on ne peut pas. À 1 000 € de différence sur une prestation égale, on ne peut pas. Autant 100 €, 200, ok, mais à autant, je pense qu'on ne peut pas. On a une réaction peut-être du public aussi pour le faire intervenir dans le cadre de ces entretiens. Je reposerai la question un petit peu après, savoir si vous faites pas bien une nouvelle clientèle aussi, de gens qui ne viendraient peut-être pas vers la pratique de la plaisance d'habitude. On verra dessus après. Bonjour, si vous voulez bien vous présenter. Flora Fleugeot, Armorique Concept, je suis expert maritime et fluvial. Et j'ai aussi une casquette de plaisancière de base. Et ça me fait bondir quand vous dites à prestation égale, il y a 1 000 € d'écart. Pour moi, si je vais voir un loueur de bateau, j'ai forcément un loueur qui me prépare mon bateau. C'est-à-dire que derrière, il y a un vrai service. Et si je vais sur une prestation qui est 1 000 € moins chère sur cette même semaine de soi-disant location, je vais peut-être avoir mon GPS qui ne marche pas, je vais peut-être perdre mon hélice, le bateau sera peut-être pas prêt, mais il peut ne pas être prêt non plus chez un loueur qui ne fait pas bien son travail. Et je pense qu'on n'est pas sur la même prestation, derrière il y a un service. Et c'est ça qu'il faut que vous mettiez en lumière dans votre travail. Je suis d'accord avec vous, mais justement sur ces sites, je m'excuse, je ne vais pas monopoliser mais justement sur ces sites-là, les nouveaux sites entre guillemets, ils jouent énormément sur les prestations qu'ils offrent, c'est-à-dire une assurance complémentaire comme nous, les loueurs, nous faisons pour les bateaux qui partent en location. Je les ai appelés moi-même, donc j'ai posé exactement la même question, comme si j'étais locataire chez moi. Donc la prestation d'assurance, ils l'offrent. Les services, vous partez sur un port, vous êtes en panne à Ouate, à Belle-Île et tout ça. Il n'y a aucun souci. Ils ont également des personnes intervenant sur place. Donc, où est la différence? Hormis que nous, effectivement, nous préparons nos bateaux, on les connaît, on sait. Maintenant, cette différence est telle que je serais peut-être la première à me dire, prestation égale, je vais sur celui qui coûte 1 000 € de moins. Édouard, comment ça se passe chez vous pour les assurances, justement, au niveau de l'assurance des bateaux? Alors, tous les bateaux sont assurés, soit directement par l'assurance du propriétaire, soit via une solution d'assurance qu'on propose en option et qui vient compléter l'assurance du propriétaire pour cette activité de location entre particuliers. Pour continuer un peu le tour de table et présenter un peu tout le monde, Monsieur Chajot, je vous laisse un micro. Vous êtes donc le directeur de l'hôtel des Rives du Terre, à la Armor-Plage. Alors, en préparant cet entretien au téléphone l'autre jour, et c'était évoqué tout à l'heure, enfin vous n'avez peut-être pas cité Booking, je crois, tout à l'heure,
qui est une autre plateforme importante, hein, un loueur immatériel. Alors, donnez-nous un peu votre point de vue, vous, en tant qu'hôtelier. Vous avez un bel établissement, 4 étoiles, tous face vue sur l'eau. Je vais parler de moi, c'est pas intéressant. On peut, quand on veut entamer une action face à ces OTA, les Office Travel Agency, là, dont Booking est le plus connu et le plus actif, et pas le moins réglo, il faut être groupé. Si on est chacun dans son coin, c'est même pas la peine. Donc pour revenir sur une action qu'on a menée au titre du Club hôtelier du Pays de Lorient au mois de septembre dernier, nous avons obtenu 85% des chambres d'hôtel sur Lorient. Et avec ces 85%, on s'est retiré des OTA. C'est-à-dire que plus aucun hôtelier ne mettait de chambres sur les bookings et consorts. Donc le client qui tapote, là vous tapez aujourd'hui Hôtel Lorient, le premier qui sort c'est Booking. Pratiquement pour tous les établissements. Pratiquement. Non, mais pour tous les établissements. Ouais. Donc le client étant extrêmement patient sur Internet aujourd'hui, donc il va sur le premier et hop, il a la liste des hôtels. Il n'a pas le meilleur prix. Il ne sait pas que l'hôtelier paye entre 15 et 30% selon l'endroit où il se trouve en France. Il ne sait pas non plus que le Booking ne paye aucune TVA. Et il ne sait toujours pas, ça c'est le coup de poignard, c'est qu'il ne paye pas d'impôt en France. Par curiosité, là, dans le public, pour faire un sondage, quand vous avez une chambre d'hôtel, justement si on prend le cas de Martine, là, qui est venue passer 2 jours pour naviguer, ma main a coupé qu'elle a... Vous confirmez vous-même, par exemple. Vous allez sur Booking, vous redescendez sur évident. le cran en dessous. Mais même si elle a pris un BNB, elle l'a pris sur... Ah non, c'est pas un problème de qualité d'hôtel. Ouais. C'est un problème de méthode de réservation. Vous tapez là Hôtel Lorient, et je vous garantis que vous tombez en premier lieu sur Booking. Je l'ai essayé, en effet. Pendant la semaine où on est resté fermé, où tout le monde s'est retiré de Booking, Booking est redescendu. Il n'avait plus de chambre à vendre. Donc là, le client arrivait sur nos sites, sur le site de chacun d'entre nous. Je vais juste me permettre de faire une remarque. Alors effectivement, ce que vous dites, c'est vrai, c'est cruel pour les hôtels. En revanche, quand on a besoin de réserver un hôtel, par exemple, parfois pour des raisons professionnelles ou autres, on a besoin d'aller vite. Et malheureusement, aujourd'hui, si on doit, les services, la qualité et la rapidité à laquelle on peut réserver, je dirais, entre Booking et les prestations, si on doit passer par tous les hôteliers de Lorient. Non, vous ne passerez pas par tous les hôteliers de Lorient. Voilà. Alors après, c'est comment justement dans les professions les gens s'organisent pour différencier leurs propositions par rapport à des géants comme ça. Et je fais le parallèle avec ce que disait Madame tout à l'heure. De quelle façon l'offre professionnelle, en tant que professionnelle, ce qu'elle propose, arrive à se différencier, quelle réflexion est menée pour se différencier par rapport à de la location entre particuliers. C'est important de différencier en fait les propositions. Alors quel moyen pour attirer les gens? Il y a eu les hôteliers de Nantes qui depuis 2-3 bonnes années ont créé Fair Booking, FIR Booking. Donc c'était pour lutter contre les OTA. Donc pour vendre en direct et payer tout ce qu'on a à payer derrière. Là c'est du réseau associatif par contre. Là c'était une association au même titre que le club hôtelier est une association et a fait appel à un professionnel qui a conçu un site qui s'appelle Pilgo, Argos Pilgo, qui justement nous a permis de nous couper de Booking. Mais quand on a fait l'expérience à Lorient, je reviens là-dessus, il fallait 85% minimum d'adhésion des hôteliers et du nombre de chambres d'hôtel. Évidemment, si vous avez que 50% des hôteliers qui jouent le jeu sur une ville, ça ne sert à rien. Donc je reviens sur Booking. Fair Booking, ils ont tenté de faire ce qu'on appelle de la réservation en direct, c'est-à-dire d'habituer les gens, les clients que vous êtes, à réserver leur chambre en direct. Ils ont fait
avec beaucoup de résultats, beaucoup de pédagogie. Dans le résultat réel, ça ne dépasse pas beaucoup la banlieue de Nantes, hein. C'est clair. Et même à Nantes, c'est compliqué. Mais il faut être très lié dans une profession, alors parce que c'est valable pour plusieurs professions, ces systèmes de distribution d'aujourd'hui. Mais si on n'est pas soudé, on part perdant, ça c'est clair. C'est très compliqué. Oui, monsieur, c'est vous. Oui, non, je voulais juste rebondir sur ce qui avait été dit par la dame qui était expert à propos du service. Ouais. Un des intérêts de Booking, enfin, ou quel que soit le prestataire, c'est la clarté de l'offre. Voilà, on a les témoignages des gens qui ont loué les chambres. Voilà, on sait où on va, il n'y a pas de surprise. Si ça ne nous plaît pas, on ne réserve pas. Et puis aussi l'aspect annulation gratuite qui peut être... Est-ce que ce sont des vrais commentaires voilà, donc, pour réagir à quelqu'un qui me disait tout à l'heure, quand on a eu des coups de fil pour l'enquête mystère, permettez-moi de bien que c'était une enquête mystère. Voilà, ce que je voulais dire, voilà, des outils intéressants qui, au-delà du prix... Alors, qu'on appelle ça des outils, ok. Qu'on appelle ça du service, sûrement pas. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas... Alors, leur outil est très très bien fait, mais comment il fonctionne, Booking ? Il fonctionne avec de l'achat de mots-clés, d'où le fait qu'ils soient toujours en haut de la liste. Ils ont des budgets d'achat de mots-clés qui sont colossaux, bien plus importants pour ne parler que du groupe Accor, que j'ai connu un peu quand même, bien plus important que le budget communication annuel du groupe Accor. C'est des millions et des millions d'euros qui sont balancés tous les jours pour acheter des mots-clés. Mais en contrepartie de ça, le Fair Booking, ils ont fait un petit flyer sous forme de cintre qu'on pouvait donner aux clients, accrocher à un pare-brise, accrocher une porte de chambre, etc. Le coup d'épée, quand on expliquait aux clients, mais vous avez réservé par Booking, attendez, je vais vous expliquer, vous n'avez pas le meilleur prix, nous on paye des taxes, ah bon, vous payez une com là-dessus? Ah bah oui, mais rien, pas grand-chose. Bah, si vous considérez que 15 à 30%, c'est pas grand-chose... Est-ce que ça vous amène des clients? Mais forcément, ça amène des clients parce qu'ils sont là. D'accord. Alors, je repose la question maintenant pour revenir aussi sur le nautisme. C'est la question que je posais tout à l'heure à Édouard, évidemment à Catherine Maillet. Est-ce que, justement, vos méthodes un peu nouvelles amènent vers la pratique de la voile, vers la plaisance, vers la location de bateaux, une clientèle nouvelle qui, peut-être à l'occasion d'un premier coup avec Click & Boat, va reprendre plaisir à la navigation et puis va peut-être revenir après pour une offre de service peut-être plus complète, plus professionnelle, entre guillemets, vers Catherine Maillet, location voile. Et la question que je vous pose à tous, c'est comment est-ce que vous pouvez envisager de mieux articuler un peu vos méthodes traditionnelles et modernes en faveur du développement de la pratique de la voile et de la plaisance. Édouard, pour Click & Boat. Alors, je pense qu'il serait super intéressant d'écouter Marcel à ce sujet, qui a vécu ça dans la voiture. On en parlait à midi, et il me parlait notamment de l'évolution des nombres de locations dans le domaine de la voiture. Marcel Peignet, alors. Au niveau de la voiture, c'est assez curieux parce qu'il y a 10 ans, il y avait 7 Français sur 1000 qui louaient des voitures. Et les loueurs traditionnels, Hertz, Avis, Europcar, etc., en faisaient 80% du marché. Demain, enfin après-demain, il y aura probablement 25% des Français qui vont louer des voitures. Donc on passe de 7 pour 1000 à 25%. Le marché, il explose. Et par contre, les loueurs traditionnels, si on représente 20 à 30%, ça sera déjà pas mal. Mais il vaut mieux représenter 30% d'un quart des Français que 80% de 7 pour 1000. Donc je pense que si on fait le boulot, je dirais derrière, si on vend notre service et si on accompagne le client et si on est bon au niveau tarif, parce que ça ne fait pas augmenter les prix, ça par contre c'est certain, quelque part on a encore notre place, heureusement. Je suis complètement d'accord avec cette vision. Là aujourd'hui, Avis, on pèse à peu près 70 000 voitures. Non, qu'il soit d'accord, c'est normal. Mais je m'y attendais. Non, mais Avis pesait 70 000 voitures. Avis pèse toujours 70 000 voitures. Et par contre, Wicar, qui est le premier intervenant de location entre particuliers, pèse 12 000 voitures. Mais les 12 000 voitures, ce n'est pas notre détriment. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un quart des Français qui louent. C'est pas 7 pour 1000. Donc je pense que, de toute façon, on n'a pas le choix. Le marché, il évolue comme ça. Il faut faire avec. Mais il faut évoluer avec le marché. Il ne faut pas faire de résistance. Par contre, il faut que ce soit à armes égales. Et là, moi, la question que je voudrais poser à Édouard, c'est comment il vit.
comment il paye ses prestations? Comment il se rémunère? On va reprendre le micro pour répondre à cette question. Alors, comme toute société française, on paye de la TVA, on embauche des salariés, on paye des charges sociales sur ces salariés. Donc on est à armes égales par rapport à toute société qui est basée en France. En revanche, pour ce qui est de la fiscalité entre particuliers, effectivement, ils ne sont pas soumis à la TVA. D'accord. Alors, une intervention d'Amandine, la juge arbitre un petit peu. On parle de régulation, là? Non, mais c'est juste par rapport à la régulation. Ouais. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a la question de l'arme égale qui est mise sur la table. On l'a posée par le côté visibilité sur Internet, taxes, etc. Il faut savoir quand même que, effectivement, le poids des algorithmes... aujourd'hui... Uber Pop, pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent aussi bien? Ils sont extrêmement agressifs sur ils sont extrêmement agressifs sur le marché. Ils pénètrent très fortement et très rapidement le marché parce qu'ils ont un accès aux algorithmes et une capacité à jouer en fait à travers les réseaux qui est extrêmement forte. Et du coup, ils vont plus vite que tout le monde. Et c'est leur stratégie. Alors effectivement, là, l'arme égale, elle est difficile, mais elle n'interroge pas vraiment la réglementation. Là, je veux dire, c'est une évolution technologique. Par rapport à la question de l'encadrement, un particulier est un particulier, c'est pas un professionnel. Même si malheureusement, il y a des moments, effectivement, par l'usage, on peut se poser la question quelle est la frontière entre les deux, parce que ça devient de plus en plus flou pour certaines personnes. Ce sera pas possible de faire la même réglementation pour un particulier qu'un professionnel. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'encadrement possible, qu'il n'y a pas des reversements de taxes qui seraient à mettre en place. Je pense qu'effectivement, en termes d'encadrement, il y a des réflexions. Et encore une fois, Amsterdam, on prend celui-là parce que c'est quasiment la seule ville à avoir fait une démarche dans ce sens. Mais le partenariat et la négociation qu'ils ont eue en se mettant autour de la table calmement avec les hôteliers, Airbnb et les municipalités, et aller dans ce sens-là. Mais... armes égales, oui, mais vous n'êtes pas égal. Enfin, un professionnel et un particulier ne seront jamais égales, il ne faut pas l'oublier. Et je pense qu'effectivement, on voit bien, et ça a été relevé dans la salle, il y a une évolution des envies, des attentes et des pratiques des consommateurs, et le développement extrêmement rapide des services de consommation collaborative amène aussi à aller augmente et accélère l'évolution de ces attentes de consommation. Lutter contre ou faire une stratégie de blocage ne marchera jamais. Du coup, effectivement, les possibilités, c'est l'adaptation ou c'est l'innovation dans la manière de proposer le service. Aujourd'hui, ça a été démontré, il y a déjà, c'est une étude qui date d'il y a 3 ans maintenant. Airbnb est ceux qui ont commandité le plus d'études, donc c'est ceux qu'on prend le plus en exemple, malheureusement. Mais il y a eu une étude qui a été faite qui était extrêmement intéressante sur la ville de San Francisco, qui montrait parfaitement que là où il y a le plus grand nombre de logements en location à San Francisco, c'est là où il y a le moins d'offres en hôtellerie. C'est important vraiment de creuser cette question parce que un consommateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, les profils des consommateurs collaboratifs, ils sont pluriels. C'est en fonction des usages et des envies. Et aujourd'hui, l'arbitrage, il se fait en fonction du secteur, en fonction de si c'est les vacances, pas les vacances, de ce qu'on a envie de vivre, etc. Et il y a d'autres données qui rentrent en compte dans le paramétrage pour choisir des services de consommation collaborative. Et je pense que c'est vraiment à creuser ces éléments-là. Monsieur Serra, pour réagir, et puis on passera la parole à David Leblanc après aussi, qui avait une question, une remarque à faire. Oui, parce que tout à l'heure, dans la consommation collaborative, on a parlé aussi des achats groupés. Il faut savoir que dans nos métiers aussi, ce type de comportement d'achat existe et existe de plus en plus. Alors, nous, de notre côté, on n'entre pas dans le schéma parce qu'on est régulièrement consulté par les différents sites qui proposent ça pour leur fournir des produits. Et leur fournir des produits qui vont derrière revendre à des clients finaux de nos adhérents à des prix massacrés. Et on ne rentre pas dans ce jeu-là. Mais c'est effectivement pour nous aussi, entre guillemets, un caillou dans la chaussure. Alors pour l'instant, c'est un grain de sable. On va faire le nécessaire pour que ça reste un grain de sable. Mais effectivement, c'est un problème qu'on rencontre aussi. Et là, purement dans une question d'achat et de clients vers le client final. Je profite que vous ayez le micro, monsieur Serra, 2 secondes sur la présentation que faisait tout à l'heure, je crois que c'est Pierre, avec Pierre qui avait des soucis avec son bateau quand il était tout seul à l'utiliser. Quand il le loue, ça lui permet de rééquiper son bateau. Sur le fond, et c'est ce qui a été dit plusieurs fois, plus les gens utilisent leur bateau,
plus ils vont être amenés à l'entretenir, à ce qu'il y ait une pièce ou une autre qui casse et qui fasse de la consommation. La consommation, on va bien évidemment pas être contre. David, oui, il y avait David Leblanc Marine à Radon. Oui, bonjour, moi je suis aussi loueur de bateaux sur le golfe du Morbihan. Je suis prêt à concevoir, envisager cette consommation collaborative, mais mon problème, effectivement, c'est qu'on ne lutte pas à armes égales, et sur un point qui est assez important, qui est la législation. En tant que professionnel, on est contraint à énormément de choses. La nouvelle division de 140 ne va pas me démentir. Et donc moi, je m'interroge effectivement sur la limite particulier qui commence à faire ça une semaine, 2 semaines, et je ne sais combien de jours par an. Où est la limite? Quel est le statut de ce particulier? Et voilà, beaucoup d'interrogations. Si bien sûr ils sont déclarés mais pas imposables puisqu'ils ne dépassent pas les charges annuelles que représente le bateau. Je voudrais juste rebondir sur... En tant que particulier, vous ne pouvez pas déduire les frais d'entretien du bateau des revenus locatifs que vous faites entre particuliers. Bah écoutez, je vous enverrai le texte de loi, je l'ai encore regardé tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. Bon, alors on vérifiera dans le doute, on va pas trop se chamailler là-dessus pour le moment. Ouais. Amandine, pour une partie de réponse. Non, mais en fait, il y a quelques règles qui existent juste par rapport à ça, mais elles sont extrêmement faibles parce qu'elles n'ont pas été réinterrogées par rapport à l'évolution de la consommation collaborative qui est trop rapide, pour une adaptation. Dans le logement, par exemple, au niveau des Airbnb, normalement, quand on dépasse 800 € par an de revenus générés par la location, en tant que propriétaire, on est obligé de le déclarer aux impôts et on est imposable là-dessus. Sauf que personne ne le déclare et la majorité sont locataires. Il y a un problème d'encadrement, ça a été nommé, mais ça va extrêmement vite et effectivement, il serait temps à un moment de se pencher sur ces questions. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Oui. Attendez, pas tous en même temps parce que sinon ça va être... Ça ne veut pas dire à armes égales. S'il vous plaît. Ça ne veut pas dire à armes égales, ça veut dire encadrement. On encadre le statut particulier, on encadre le statut professionnel. Merci. Bon. Stéphane Guillot, je crois. Enfin, alors, donne le micro, qu'on entende bien. Et pas trop de brouhaha, s'il vous plaît, on a plus de 10 minutes à passer. Je voulais juste faire un commentaire. Ça commence à monter en puissance. On arrive à la fin du concert. Un commentaire sur ce que j'ai entendu tout à l'heure et ce que je viens encore d'entendre concernant Airbnb, que je connais bien, pour être un peu des deux côtés, comme certains le savent. Airbnb a passé, l'État français a passé des accords avec Airbnb récemment. Airbnb a organisé des réunions partout en France. La dernière en Bretagne a eu lieu à Vannes, il n'y a pas très longtemps, pour informer l'ensemble des gens qui louaient des biens immobiliers à travers Airbnb qu'il fallait, signer une charte pour effectivement s'engager à être propriétaire de son logement et non pas locataire. Donc ça interdit bien légalement. Et que d'autre part, Airbnb s'engage à fournir au fisc la liste des gens qui participent, donc qui louent son logement pour une déclaration à la taxe de séjour. Donc la mise en place juridique du cadre juridique a été fait dans le cadre du logement. Ça a été fait parce que ça représente un gros volume aujourd'hui qui a inquiété les milieux professionnels et qui l'ont fait savoir, donc à juste titre. Je pense que c'est effectivement un sujet pour la location de bateaux, pour aussi l'achat groupé, dont on a entendu, qui fait aussi beaucoup débat en ce moment à travers ICO, pour ne pas les nommer. Il serait bien, je pense que c'est un sujet où la FIN a vraiment un rôle d'intervention pour essayer de mettre en place un cadre juridique sur ces activités-là. On en parlera. Guillaume Arnaud-Deslions est parti pour le moment. On enchaîne assez rapidement avec une autre intervention. Question, remarque. Alors, juste 2 questions rapides pour Édouard. Est-ce que vous avez un revenu de la location directe? C'est-à-dire, est-ce qu'on prélève une commission? Voilà, est-ce que vous prélevez une commission? Tout à fait, on prélève une commission de 11% hors taxe, donc 13% TTC. D'accord, donc vous avez un revenu direct. Et c'est la gestion du sinistre. Aujourd'hui, il se fait comment entre particuliers via une plateforme? Nous ne sommes pas partis au contrat, donc le sinistre se règle entre les particuliers. D'accord. On a un rôle de conseil dans la gestion de ce sinistre s'ils le souhaitent. D'accord. Je rebondis juste sur le cadre législatif parce que je
Je pense que vous avez tout à fait raison dans vos remarques. Je pense que c'est un cadre législatif qui va et qui doit évoluer et qui aura peut-être pour effet de, pourquoi pas, rééquilibrer des prix entre des prix de particuliers et des prix de professionnels, même si les services sont très différents, donc ça resterait normal que les prix soient inférieurs chez un particulier que chez un professionnel. Et je voudrais juste vous raconter une petite anecdote, parce que hier je regardais le listing des personnes présentes, et en descendant le listing, je vois un nom qui me dit quelque chose, un certain David. Et visiblement, en fait, c'était le propriétaire d'un de nos bateaux. Donc je l'ai appelé pour savoir s'il était loueur professionnel. Donc je l'ai appelé immédiatement pour savoir s'il avait mis un bateau de sa société en location. Et il m'a répondu, pas du tout. J'ai ma société de location, mais ça c'est mon bateau personnel que je loue sur votre site. Et ça m'a fait super plaisir. Pierrot, Pierrot, sans micro, Pierrot. S'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'on aille. Merci, Pierrot. Allez. Moi, je vais représenter les chantiers. Donc, en tant que chantier, bon, d'abord, je trouve que l'après-midi, c'est vrai que c'est normal que ce soit plus animé, parce que c'est sympa quand même à midi. Et en tant que chantier, je me dis qu'il y aurait peut-être un truc à faire, mais là, c'est dommage, la dame de la Chambre de commerce est partie pour le crédit recherche et innovation. Après, je m'adresse à Christophe, j'aime bien m'adresser à Christophe aussi. Est-ce qu'il y aurait moyen éventuellement de monter un site internet qui s'appellerait par exemple Clic et Poussière, qui mettrait par exemple directement en relation un client qui a talonné avec son bateau, avec un autre client qui aurait le plaisir d'apprendre à meuler des varangues et tout ça. Et est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de faire en sorte qu'on puisse avoir le crédit? Je sais pas. On peut trouver un autre nom, hein, après, c'est juste une idée comme ça. Merci Pierre. Il y avait l'autre. Juste, j'ai une partie de la réponse. Ouais. On fait beaucoup de salons et il y a beaucoup de clients nous disent quand c'est que vous développez une fonctionnalité nous permettant de poser notre devis sur une plateforme et d'avoir des réponses de professionnels sans devoir faire le tour du golfe du Morbihan et d'aller voir chacun. Voilà, en tout cas, c'est un service qui est demandé de plus en plus. Nous, on n'a pas vocation à y répondre, mais... Le devis, je pense qu'ils estiment avoir 5 devis gratuits et prendre le meilleur offrant, j'imagine. Amandine, pour une partie de réponse. En fait, ce service-là, il existe déjà, mais dans le domaine de tout ce qu'on peut réparer ses chaussures, réparer sa machine à café, toutes les formes de réparateurs qui existent, ce service-là existe déjà et les gens sont prêts à payer pour avoir un devis de professionnels harmonisé à partir de la plateforme. Donc, ça existe. Merci. Oui. Allez, juste une petite question pour Monsieur Penaud. Je me demandais comment vous assuriez vos revenus sur votre plateforme. Alors oui, j'ai pas parlé tout à l'heure du côté business. Nous, on tire nos revenus d'une adhésion, qui a une adhésion au service annuel qui est de 48 € par an. Pour les deux parties? Oui, les propriétaires et les équipiers payent, effectivement. Comme dans un club, ils ont l'habitude, on a repris le modèle économique des associations locales. Quand vous êtes dans un club de régate ou un club de ou une association de propriétaires, chacun cotise. Voilà. On n'a pas été très révolutionnaire là-dessus, désolé. Merci. Le thème général un petit peu de cette table ronde cet après-midi, c'était de voir un peu comment l'économie nautique traditionnelle, représentée par certains d'entre vous, par Catherine, qui a accepté de participer à cette table ronde ce midi, comment on devait répondre justement à ces nouveaux défis. Alors pour vous, c'est une adaptation forcée justement, une nouvelle opportunité, et je reviens encore sur cet apport peut-être d'une clientèle nouvelle, amenée peut-être par des gens comme Click and Boat ou Vogue avec moi, qui ne vont pas forcément tout le temps utiliser ces services-là, mais peut-être revenir ou découvrir la pratique de la voile, en tout cas de la plaisance en général. Bon, je pense qu'aller contre cette évolution, ça serait une erreur pour moi,
Maintenant, trouver effectivement, peut-être, je sais pas, sur une table ronde, parler ensemble, voir effectivement les possibilités pour que, bon, toujours cette fameuse arme égale, mais voilà, que les choses soient de plus en plus, enfin, au moins le plus près possible de nous qui sommes professionnels. Quand on voit effectivement la charge qu'on a, nous, en tant que pro, si vous l'avez, vous allez être obligatoirement, à un moment ou à un autre, obligé d'augmenter vos tarifs, enfin, tout du moins les particuliers. Vous serez gagnant, vous gagnez 11%, donc vous serez gagnant également sur cette prestation. Mais bon, voilà, je pense qu'effectivement, aller contre, je dis pas, non, c'est une évolution, aujourd'hui c'est comme ça, moi-même, je vais sur Internet pour chercher n'importe quoi, j'y vais. Mais voilà, je dis qu'en tant que professionnel, je pense que ça serait intelligent d'essayer de travailler le plus près possible de quelque chose de viable, quoi. Marcel ? Pour l'automobile, moi je fais partie du CNPA, qui est l'équivalent de la FIN. Donc je suis au bureau en tant que loueur. Et je dirais, on y travaille beaucoup. Et je viens de donner les papiers à Édouard. Je pense que c'est vraiment à la FIN d'intervenir pour justement rationaliser les deux parties, sachant qu'on n'ira jamais contre. Donc il faut trouver une façon de travailler ensemble. C'est clair. J'insiste juste sur le fait qu'aujourd'hui, la location de bateaux entre particuliers, c'est encore une goutte d'eau dans la location traditionnelle. Et que c'est des services qui sont très différents pour moi, et des prix très différents, et des produits très très différents. Morbihan qui représente 100 bateaux. Vous imaginez 100 bateaux, vous représentez une flotte comme le port du Crouesty. Il y a 3 Loirs, 100 bateaux, c'est pas petit. Et ça a évolué, qui tourne moins peut-être, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe depuis 3 ou 4 ans, d'accord ? Depuis 3 ou 4 ans, on en est à 100. Imaginez si ça continue à évoluer comme ça, bientôt, vous allez prendre la moitié de la part des loueurs. Et qu'est-ce qu'on fait, nous ? Enfin, je veux dire, non, franchement, c'est pas anodin, quoi. Il ne faut pas dire, vous êtes petit, c'est que vous prenez quand même beaucoup de place. C'est tant mieux pour vous, je vous félicite, mais il faut rester prudent. Mais ce qui prouve aussi qu'on répond à un vrai besoin si on voit qu'il y a aujourd'hui 100 particuliers dans le Morbihan qui se posent la question de rentabiliser leur bateau. D'accord. Antoine, pour une autre partie de réponse, on aura encore quelques interventions. Je voulais mettre un peu de l'eau dans votre moulin, même si c'est pas mon... Mais moi, pour utiliser Airbnb, quand j'utilise Airbnb et que je vois que les chambres ou les studios sont au même prix qu'une chambre d'hôtel, au final, je finis sur Booking. Alors, je suis désolé. Mais non, mais juste pour dire qu'effectivement, madame, je pense qu'il faut le cas du particulier qui loue son bateau 2 fois moins cher qu'un pro. Peut-être Édouard pourra le confirmer, mais c'est plutôt rare. Les propriétaires qui sont dans ces économies sur ces sites, c'est souvent des gens qui, sans être professionnels, aiment jouer à la marchande et du coup qui ont tendance à se coller très près au prix et à surestimer les choses. Et du coup, la personne qui a loué son bateau 2 fois moins cher que vous, si elle l'a peut-être fait une fois dans l'année parce qu'elle s'est dit tiens j'ai besoin de 1 000 €, genre 1 000 €. Mais si elle commence à le faire 8 semaines par an, elle va avoir les mêmes charges que vous parce qu'elle aura les mêmes charges d'entretien, etc. Et elle pourra plus le... Non, mais bien sûr, mais je veux dire, au niveau de l'entretien de son bateau, si elle commence à le faire 16 semaines par an, elle va voir que son bateau, elle ne pourra plus le louer, et du coup, vous aurez des prix très similaires. Enfin, voilà, c'était juste... Merci Antoine. Une intervention de mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, comment dire, en raison des participants à la table ronde, on a plus, c'était sur l'opposition loueur traditionnel versus particulier à particulier. Je me demandais, moi, vu le... Comment dire, les gens qui sont dans la salle, ce qu'en pensent les fabricants, les constructeurs de bateaux. Est-ce que le fait qu'on partage beaucoup plus, ça va amener au fait qu'on va diminuer la flotte au total ou moins vendre de bateaux neufs, par exemple ? Est-ce que ça suscite des voilà. Je ne sais pas s'il y a des fabricants qui... Est-ce que quelqu'un peut rapidement répondre à cette question ? Moi, je ne peux pas. Non ? Peut-être ? J'ai pas eu moyen d'acheter un bateau, mais dès ce soir, je vais aller sur Click and Boat et Vogue avec moi. D'accord. Mais en fait, cette question s'est posée également dans l'automobile. Enfin, parce qu'en fait, dans la navigation, j'ai peu de données, parce qu'il n'y a pas d'études poussées dans la navigation. Nous, on n'a pas creusé spécifiquement cette entrée-là. On a des entrées plus larges qui s'appellent mobilité, et on met généralement le bateau dans la mobilité. Alors qu'on pourrait le mettre aussi dans tourisme, enfin, il a plein d'entrées. Mais par contre, on a pu voir que les constructeurs d'automobiles, comme Citroën, Renault, etc., effectivement, ils anticipent une baisse de la production. Par contre, ça les amène à imaginer plein d'autres productions. C'est-à-dire qu'au final, aujourd'hui, ils produisent des chaînes entières de voitures pour les mettre en parc d'autopartage.
Ils se sont adaptés et ils ont innové dans la manière en fait de penser la production automobile. Effectivement, ça a eu un impact par rapport à la production des automobiles destinée à la vente. J'exprime juste ce que je constate sur d'autres secteurs. Et de manière du point de vue plus large, ce que j'ai trouvé intéressant aussi d'observer, c'est que toute la question de comment on peut penser l'articulation entre les structures plus traditionnelles de location et les structures plus de pair à pair liées à la consommation collaborative. En fait, ça s'est aussi posé dans le secteur de la finance participative. Aujourd'hui, ça fait moins de débats, mais il y a 2 ans, ça faisait énormément de débats et de questionnements. Au niveau de l'alimentation, les AMAP ont été extrêmement réglementés sévèrement et ça ne les a malgré tout pas freinés. Ils ont continué à imaginer des stratagèmes pour passer entre les mailles, mais ils ont eu beaucoup de freins alors qu'ils pèsent économiquement. C'est des petites structures, les AMAP, donc on aurait pu s'attendre à ce qu'on les laisse tranquilles. Et à chaque fois, en fait, les stratégies qui ont été adoptées là-dessus, ça a été effectivement de se mettre un peu autour de la table et de regarder comment on peut harmoniser. Et au niveau de la question des locations, en France, il y a Bedi Casa qui a été lancé sur Toulouse, qui a initié, enfin vraiment qui a impulsé dès il y a 2-3 ans dans ma tête, des négociations et qui allait rencontrer le gouvernement pour dire il faut réguler. Parce qu'elle était aussi, elle, concernée par le manque de régulation, elle souhaitait pouvoir avoir un petit peu plus de structuration de ces nouveaux secteurs émergents. Chazot, c'est ce qui s'est passé avec l'industrie hôtelière. Il y a eu un bras de fer quand même avec des résultats. Il y a eu un bras de fer au printemps dernier avec Montebourg qui est monté au créneau, qui a attaqué Booking, qui a entamé une action en justice contre Booking sur la parité tarifaire qu'ils imposaient dans leur contrat. Parité tarifaire, ça veut dire que le prix sur Booking devait être le même qu'ailleurs. Sauf que, mécaniquement, ça fait quoi? Ça fait monter les prix de manière complètement farfelue, jusqu'à une certaine limite. Mais si le prix normal est de 100, vous allez payer entre 15, alors je prends un exemple, 17% de com à Lorient, 30% à Paris. 25% hors périphérique, 30% à l'intérieur. Vous majorez votre prix de 30%. On n'est pas que bête quand même. Donc, pour revenir à 100, vous montez à 130. Il s'est attaqué à ça. Il s'est rendu compte qu'il y avait une faille. Bon, après, il est parti à l'école, mais l'action est en cours. Mais pour rebondir sur plusieurs réflexions là, je pense que on n'a pas... Il y a un vrai problème de régulation, ça c'est clair. Il y a un problème de conscience et de non... On n'est pas sur le même niveau d'égalité. Pas du tout. Pas du tout. Airbnb, même si ils sont censés donner un fichier, ils sont censés donner un fichier si on le leur demande. C'est évident. Merci, Monsieur Chazot. On me dit à l'oreillette qu'on arrive à la fin de l'émission. Une dernière intervention du public, s'il vous plaît. Alors, moi j'ai une interrogation sur un domaine qu'on n'a pas évoqué, qui est au fond celui de la sécurité au regard de la réglementation. Si on prend la location des bateaux, on évoquait tout à l'heure la 240, vous avez pour les loueurs des obligations de contrôle de leur matériel. Je me questionne aussi un petit peu sur le domaine de l'assurance. C'est-à-dire sur la voiture, on dit bon, à peu près c'est pareil, parce qu'en voiture, on a tous une obligation d'avoir une RC individuelle. Ce qui est le cas aussi pour les associations, pour les professionnels. Qu'en est-il du particulier? Moi, particulier, je prends un bateau dans une structure collaborative. Au fond, je suis protégé de quoi? Je suis protégé de... Quel contrôle on a eu sur mon matériel? Et si j'ai un problème, quelle garantie j'ai en assurance? Vous qui pratiquez, vous avez solutionné ça comment et comment vous l'envisagez? Allez, une réponse assez rapide si... Je dirais que c'est justement tout le but de Click & Boat, c'est d'apporter des garanties dans cette transaction qui de toute façon se fera via d'autres plateformes, Petite Annonce, Le Bon Coin, etc. Concernant l'assurance, tous les bateaux sont assurés, comme je disais, soit par leur propriétaire, soit via une solution d'assurance qu'on leur propose. Et en tant qu'utilisateur, vous, ce que vous risquez, c'est votre chèque de caution, ni plus ni moins.
Sur le côté utilisateur, en fait, même en France, les assurances, notamment la Maïf et la Massif, sont vraiment extrêmement actives et développent énormément de nouvelles offres d'assurance pour répondre à toutes ces nouvelles situations qui se posent. Donc, elles sont plutôt extrêmement proactives. Et ce qu'on a remarqué, c'est que, enfin, ce qui a été un peu dénoncé au niveau des réglementations restrictives qui ont pu être faites au niveau de Berlin ou de New York ou de San Francisco, c'est que généralement, c'était plutôt une réaction protectionniste qui servait les secteurs traditionnels qu'une intention de protéger réellement le consommateur dans la situation de consommation. Merci beaucoup, il est 16h. Une dernière intervention, allez. L'assurance, vous me donnez une réponse. Au fond, tout le monde a une culture d'assurance. Je suis sur mon bateau avec mes enfants le maton parce qu'il n'y a pas eu le contrôle imposé aux professionnels et mon gamin se retrouve dans un fauteuil roulant. Comment vous voyez ça, vous ? On va essayer de terminer sur une touche positive quand même. Hein. Je leur proposerai des activités par ailleurs. Ouais. Beaucoup de choses sont faites pour favoriser la pratique de la voile des personnes handicapées. Allez, C'est une bonne question, effectivement, c'est l'allocation entre particuliers, et je crois que c'est vraiment le cœur du débat aujourd'hui, est moins régulé que l'allocation pour les professionnels. Je pense qu'il y a déjà dû y avoir des accidents sur des bateaux loués à des particuliers. Chez nous, c'est encore jamais arrivé. Et je ne pense pas que dans la mesure où il n'y a pas de législation particulière, il n'y aurait pas de... Voilà, c'est l'assurance du propriétaire qui va prendre en charge ce... Nous, on n'est pas parti au contrat de location. Bon. Mais finalement, je reposerai la question au loueur professionnel. Qu'est-ce que vous faites quand il y a un enfant qui se blesse sur un bateau? Est-ce que vous êtes mis en question? Est-ce que vous allez au tribunal? Est-ce que c'est de votre faute? Ok. Je suis désolé, on interrompt avec une dernière intervention pour rester je dans le voulais timing. juste faire une petite remarque suite au bel exposé d'Amandine Piron, notamment sur tous ces services coopératifs, collaboratifs, ces groupements d'achat, etc. À un moment, Amandine a évoqué aussi les super algorithmes Booking en répondant à Guy Chazot. C'est vrai. Et il y a aussi une remarque, c'est que tous ces services utilisent effectivement de bons algorithmes et aussi une belle ergonomie, à savoir qu'il y a des mises en relation très faciles, il y a des cartographies, etc. Donc ces outils utilisent bien les technologies, c'est ça que je voulais dire, et que Guy Chazot faisait la remarque du regroupement des professionnels. Il n'est absolument pas impossible que des professionnels type Atlantique Location, Catherine Maillet, Marcel Peignet, etc., où tous les services se regroupent. Et il y a un tas de nouveaux usages, de nouveaux services possibles aujourd'hui, entre particuliers ou entre professionnels vers les particuliers. Je ne crois pas que ça soit la mort des professionnels. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup sur cette note positive à ce moment. Un grand merci aux intervenants de cette table ronde, particulièrement à Antoine et Édouard qui sont montés sur le ring. Big up aussi au public cet après-midi. Je vous ai jamais vu aussi dynamique après-midi.